Je voudrais maintenant que nous entendions Charlotte Murgier, qui est maître de conférence en philosophie antique à l'Université Paris-Est, Créteil-Val-de-Marne. Ses recherches portent sur les philosophies de Platon et d'Aristote, et elle a tiré en 2013, elle a tiré de sa thèse en 2013 un ouvrage Séverin, Éthique en dialogue, Aristote, lecteur de Platon, et elle vient nous parler aujourd'hui de Lyotard et les conceptions grecques du logos. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, comme cette présentation le laisse entendre, je ne suis pas du tout spécialiste de Lyotard, mais enfin, je vais quand même essayer de vous parler de son rapport aux conceptions grecques du logos. Donc, comme la plupart de ses contemporains, Lyotard fait souvent référence à la pensée grecque antique. Et l'usage qu'il fait de cette référence, si on le compare à ce qu'il en est chez Derrida ou chez Foucault, ce dernier utilisant les philosophies grecques comme autant d'archives, se caractérise donc au contraire par un caractère à la fois récurrent mais aussi ponctuel. Lyotard ne prend pas un texte antique pour base ou base continue d'un développement, comme on le voit chez Derrida avec Politique de l'amitié, mais s'appuie ponctuellement sur des épisodes de la philosophie grecque, le plus souvent résumés, en même temps que reformulés à l'intérieur de sa propre conceptualité. Alors, les Grecs sont mobilisés prioritairement autour de la question qui nous occupe, celle du langage, et je voudrais ici simplement dresser un inventaire des différentes manières dont intervient la référence grecque dans les textes de Lyotard, en essayant de déterminer quelles sont les diverses fonctions de cette référence. Donc, mon approche restera essentiellement descriptive et distinguera trois pôles que je classerai par ordre croissant, sinon d'importance, du moins d'adhésion. Alors le premier pôle est constitué par le modèle socratico-platonicien, ou peut-être devrait-on dire le contre-modèle. C'est le modèle de la maîtrise ou de la régulation, celui qui s'efforce d'imposer aux usages du langage des règles afin d'ancrer ontologiquement le logos, de ne pas lui laisser libre cours. Ce modèle s'efforce aussi de stabiliser le cadre pragmatique de l'usage du logos en tentant d'en arraisonner les instances, notamment celle du destinataire. Enfin, la pensée socratico-platonicienne, gouvernée par la question du fondement, incarne aussi la forme de philosophie à laquelle Lyotard, dans une filiation nietzschéenne, entend s'opposer. À la prétention à l'absolu platonicien, il s'agit de substituer le relatif. Le second modèle que j'aborderai est aristotélicien. C'est celui de la reconnaissance de l'hétérogène. Sur la question du langage, Lyotard se sert d'Aristote comme d'un guide, voyant en lui celui qui a reconnu l'incommensurabilité des genres du discours, anticipant sa propre conception des régimes de phrases et attirant l'attention sur l'impossibilité d'importer les règles de validité d'un genre dans un autre. Aristote se montre attentif à l'impossibilité de traduire les différentes pratiques du discours, rhétorique, poétique, éthique, dans une seule forme, celle du discours scientifique, l'analytique. Il constitue par ailleurs une source essentielle pour l'analyse des tours sophistiques, notamment du phénomène de la rétorsion. Le troisième modèle est sans doute le plus important concernant le problème du langage et le pôle de ceux que Lyotard appelle parfois les petits grecs, c'est-à-dire avant tout les rhéteurs et sophistes que sont Gorgias, Corax, Protagoras, mais aussi ceux que l'histoire de la philosophie désigne un peu dédaigneusement comme les petits socratiques, c'est-à-dire les mégariques, à travers la figure de Bulide et de son paradoxe du menteur, et d'Antisthène, fondateur supposé du cynisme. Ces marginaux de l'histoire de la philosophie, repoussés dans l'ombre par les grandes ontologies, platoniciennes, aristotéliciennes, se voient accorder une attention toute particulière dans la réflexion de Lyotard. C'est le cas des sophistes en particulier, parce que leur maniement des tours du langage, qui fait fond sur une conception anti-parménidienne, les libère des liens de l'ontologie et ouvre la voie à une absolutisation d'un langage sans dehors, délivré de la servitude de la référence. Leur usage non standard, débrité du langage, l'usage non standard du langage dans les dialectiques sophistiques mais aussi mégariques permet d'en exhiber certaines propriétés, jouant le rôle de révélateur. Donc je commencerai par le modèle platonicien, celui de la discipline du logos. Un modèle socratico-platonicien plutôt parce que Lyotard va repérer une continuité entre les deux figures de Socrate et de Platon, même si c'est surtout Platon qui retient son attention et cristallise le désaccord. Ce modèle socratico-platonicien inaugure une certaine forme de philosophie dont il s'agit de s'émanciper, quoiqu'elle régente la pensée depuis des siècles. Dans la continuité de la critique nietzschéenne, Platon est dénoncé comme l'incarnation d'une philosophie métaphysique, s'efforçant d'arrimer le langage à un fondement qui lui serait transcendant.
Le grief est exprimé dans l'essai Réécrire la modernité de l'inhumain dans les termes suivants. Donc, je cite, « Nietzsche s'efforce d'émanciper la pensée, la manière de penser de ce qu'il appelle la métaphysique, c'est-à-dire de ce principe qui prévaut de Platon à Schopenhauer, selon quoi la seule affaire pour les humains est de découvrir le fondement qui leur permette de parler en accord avec le vrai et d'agir en accord avec le bien ou le juste. La pensée nietzschienne a pour thème central qu'il n'y a nul en accord avec, parce qu'il n'y a rien qui soit un principe premier ou originaire, un Grund, comme a pu l'être l'idée du bien chez Platon, ou chez Leibniz, le principe de raison suffisante. Tout discours, y compris celui de la science ou de la philosophie, est seulement une perspective, une Weltanschauung. La pensée platonicienne du langage est donc commandée par la perspective métaphysique et marquée par la prépondérance accordée à un certain genre de discours, le discours théorique. La théorie est le nom de ce discours gouverné par l'exigence de vérité qui s'efforce d'indexer ce qui est dit sur une référence externe avec laquelle il s'agit d'être en adéquation. La philosophie platonicienne donne l'impulsion à cette tendance de la pensée qui marque l'ensemble de la tradition occidentale, quels que soient donc, comme on l'a vu, les noms différents donnés ensuite à ce fondement ultime. La théorie, qui ne devrait jamais oublier ce qu'elle est, à savoir un genre ou un art parmi d'autres, s'arroge par là un privilège indu et prétend constituer l'unique paradigme du langage, le seul usage pertinent, les autres n'étant que secondaires, soit qu'ils soient divertissants, comme l'art, ou déficients, comme la rhétorique. Platon, grand artisan de cette opération, est donc désigné comme l'adversaire. À cette dénonciation du platonisme, qui n'est sans doute pas la plus originale qui soit, s'articule cependant une autre analyse. Cette autre dimension est celle des dispositifs discursifs socratico-platoniciens qui font apparaître, sinon la conscience d'une intrinsèque fragilité, du moins un effort platonicien pour stabiliser la manière dont le discours permet d'atteindre ce fondement ou cette vérité qui vient autoriser le langage. Platon, d'après la gnosis qui lui est consacrée dans le différent, est celui qui a pris conscience de la perte ou du déclin de la réalité du référent, je cite ici le différent dans la notice, et qui s'efforce de mettre en place les procédures pour parer à cette défaillance. La philosophie platonicienne est donc moins une entreprise d'institution que de réaction. Cette perte de la réalité de référent se manifeste à plusieurs niveaux, ce qui va susciter une triple réaction platonicienne, telle que l'analyse Lyotard. Celle-ci se marque d'abord dans la nécessité de faire pièce au discours sophistique, qui est cause et symptôme d'un tel déclin. Ensuite, dans la lutte contre l'impiété et ses formes, qui est également une conséquence de la pensée sophistique. Enfin, dans les efforts pour encadrer les procédures du discours dans la forme du dialogue, afin de faire échapper ce dernier aux rhétoriques et dialectiques sophistiques. La notice Platon du différent, insérée dans la première partie, s'ouvre sur un rappel du procès de Socrate et commence par rapprocher les accusations faites à celui-ci, celles de sophistique en rendant fort le discours faible et d'impiété, et de celles qui ont été faites au sophiste Protagoras. Les deux accusations convergent selon Lyotard dans un genre de discours impie, l'impiété consistant ici en un renversement des forces. Le renversement tient à ce que le discours sophistique exige des preuves de ce qui devrait normalement précéder et garantir le discours, à savoir l'être, la divinité. Je cite la notice Platon. « Ce que Gorgias dit de l'être et du non-être, Protagoras le dit des dieux. Cela et ceci sont devenus des référents, des instances à établir. C'est à ce titre que le nouveau discours est déclaré impie. Il n'invoque pas la révélation, il exige la réfutation, en vue de l'établissement de la réalité du référent. L'impiété réside en ceci que les instances de destinateur et destinataire ont charge d'argumentation. Le mot logos change de sens, il n'est plus dire accueillir, il est dire argumenter. » Donc, le diagnostic est donc celui d'une perte de l'ontologie, l'ontologie étant le discours qui dit l'être, mais en parlant depuis l'être, et donc le discours incarné par la déesse du poème de Parménide, qui est à la fois destinateur et référent du poème. Le destinataire, dans l'ontologie, de Parménide, est aussi directement témoin, et on n'a nul besoin d'une procédure d'attestation. Cette belle immédiateté est fissurée par les sophistes et rhéteurs qui ouvrent le règne de la logologie, ce discours qui ne part que du discours pour faire exister l'être. La pensée platonicienne reproduit ce diagnostic au niveau du divin, dans sa dénonciation de l'impiété, qui prend trois formes que Lyotard analyse en les indexant sur trois instances du discours. Il y a trois manières, selon Platon, lu par Lyotard, de mal parler du divin. Soit en parlant directement au Dieu, placé en position de destinataire, c'est le discours de l'impie au livre 10 des lois, donc livre 10 des lois, donc qui dénonce une triple impiété
triple forme de l'impiété qui a une structure régressive et qu'on retrouvera, on le verra, dans le traité du non-être de Gorgias. Donc cette triple forme, c'est « les dieux n'existent pas », qui est parallèle au « rien n'est » de Gorgias, « les dieux existent mais sont indifférents », qui serait parallèle au « quelque chose est mais c'est inconnaissable », les dieux ne sont pas indifférents mais sont corruptibles, ce qui serait parallèle au « quelque chose est connaissable mais ce n'est pas communicable ». Donc ça, c'est la première forme de l'impiété. La deuxième forme qui consiste à mal parler directement aux dieux. La deuxième forme, c'est de mal parler des dieux comme référents du discours. Ça, c'est le reproche platonicien aux mythologies traditionnelles qui les représentent comme affublés de tous les vices, selon la dénonciation du livre 2 de la République. Enfin, on peut mal parler des dieux en faisant les destinateurs du discours, en leur donnant la parole, mais en leur prêtant, à ce moment-là, des discours inconvenants. Lyotard vise ici la critique platonicienne de la mimesis comme mode d'énonciation, comme lexis, c'est-à-dire comme mode d'énonciation direct. Alors, il me semble qu'il force, ou alors c'est que peut-être j'ai pas compris quelque chose, mais qui force un peu le trait à ce moment-là, en interprétant ce célèbre passage qui critique l'imitation directe, où, il me semble, quand on lit Platon, il ne s'agit pas tellement de faire parler directement les dieux, mais de faire parler les personnages. Alors, à l'intérieur de ces personnages, il y a peut-être des dieux. Tout le débat est de savoir s'il faut que le poète s'efface derrière son discours en laissant directement la parole à ces personnages et en leur prêtant des propos éventuellement inconvenants, ou s'il faut qu'il se montre, qu'il désigne son discours comme rapporté par lui. Lyotard voit néanmoins dans le fait que Platon ne peut lui-même faire l'économie de cette mimesis, de cette énonciation directe, si suspectée, encore un signe de ce déclin de l'être. Je cite le différent, « On ne saisit pas les choses elles-mêmes, mais leurs images. Si on saisissait les choses, il n'y aurait pas besoin de phraser. Ou bien, si l'on ne phrasait pas, il n'y aurait pas besoin de mimer. Phraser a lieu dans le manque d'être de ce dont il y a phrase. Le langage est le signe qu'on ne connaît pas, l'être de l'étant, et il fait référence à la lettre 7. Donc cette nécessité de réagir à la mise en question de la double évidence de l'antériorité de l'être et des dieux va conduire Socrate et Platon à mettre en place une stratégie discursive destinée à conjurer le flottement du langage une fois déraciné de ses ancrages ontologiques et théologiques. Ce dispositif est celui du dialogue, oral comme écrit, dont Lyotard va montrer qu'il s'agit d'une construction, d'un artifice visant à éliminer une troisième instance, celle du tiers extérieur au débat, et qui doit l'arbitrer afin d'évacuer la possibilité du différent. Au niveau oral, le dialogue socratique, tel qu'il est pratiqué par Socrate ou par d'autres meneurs de jeu des dialogues de Platon, s'efforce de discipliner l'interlocuteur. Cette discipline du destinataire opère ou bien en le sélectionnant par avance, dit Lyotard, en excluant les rétifs et les perturbateurs, comme les matérialistes du sophiste, trop grossiers pour discuter, ou bien en obtenant de l'interlocuteur un accord sur le principe de l'homologia, l'accord des esprits sur l'objet visé par le dialogue. Ce principe de l'homologia veut que le seul avis pertinent pour trancher la discussion soit justement l'accord de l'interlocuteur, et les partenaires du dialogue doivent exclure tout recours à un juge extérieur pour juger. Cette règle du dialogue est exprimée en toute netteté dans le Gorgias, où Socrate discourt avec Polos, et où il déclare que c'est le seul dont il requiert le témoignage. Elle vise à faire échapper le dialogue aux formes agonistiques du discours qui mettent en jeu trois instances, les deux adversaires et le public, tiers et juge. Ce destinataire policé, pacifié, est à rapprocher de ce que Lyotard disait dans Rudiments païens de la figure du disciple. Le disciple est le destinataire lisse, caractéristique du genre de discours singulier qu'est la théorie, genre de discours qui cherche à maîtriser intégralement les effets de ce qui est dit. Citant les mêmes exemples, le Socrate du Gorgias, l'étranger du sophiste, l'Athénien des lois, Lyotard concluait alors son analyse donc, dans Rudiments païens en ces termes. C'est ainsi qu'à ce sommet de notre triangle s'édifie, pour entendre la théorie, une figure absente des autres arts, celle du disciple. Ce n'est pas d'abord quelqu'un qui apprend, mais un interlocuteur fictif, égal au maître en police et en force, seulement inférieur en savoir actuel, et qui tient le rôle d'un apocrinomène, d'un bon répondant, à l'exclusion de tout autre. Double plus jeune du maître que celui-ci, Élie, en qualité d'unique interlocuteur valable.
Alors maintenant, au niveau de l'écriture, c'est dans la mise en scène du dialogue que s'effectue aussi cette pacification à travers le dispositif de la métalepse que Lyotard emprunte à Genette, dispositif qui consiste à transgresser les frontières du récit, le seuil de la représentation qui sépare le domaine où se tient le narrateur des événements qu'il est en train de raconter. D'un côté, dans les prologues mettant en scène la distance qui sépare le lecteur des dialogues de la scène qui est jouée par les personnages, Lyotard voit une volonté platonicienne d'assigner le lecteur à un rôle de tiers, de témoin, de l'enfermer dans une position d'extériorité, mais de l'autre, il voit aussi dans l'effacement des marques du discours rapporté, les dit-il, répondit-il, dans le recours à l'imitation directe, pourtant proscrite par la République, une métalepse qui fait glisser le lecteur de la position de tiers et de témoin, celle-là même rejetée comme illégitime dans la pratique du dialogue, à la position de destinataire direct des propos de Socrate ou du meneur de l'entretien. Ainsi, par le biais de la métalepse, le dialogue se trouve-t-il échappé au niveau externe, rapport lecteur-texte, et au niveau interne, rapport des personnages aux meneurs de jeu, à la structure tripartite qui est, selon Lyotard, caractéristique des genres agonistiques du théâtre que constitue l'espace public. Donc la conception platonicienne du logos, tout en incarnant le modèle d'une pensée métaphysique, se caractérise par la manière dont elle se construit en réaction, tant dans le contenu du discours que dans le dispositif même du dialogue, au péril que constitue la double remise en question de l'être et de la divinité de l'être qui émane du logos sophistique. Avant d'aborder celui-ci, je ferai un court détour par les analyses consacrées à la pensée aristotélicienne du logos. Donc Aristote est vu comme l'explorateur du champ du logos. Il n'est pas comme Platon l'adversaire, celui qui aurait tenté de verrouiller les usages du discours de manière à le faire échapper au relativisme, mais il est vu comme le découvreur. Lyotard reconnaît en lui celui qui a formulé le premier la différence entre langage articulé et langage inarticulé à travers la distinction logos, discours, phoné, voix, dans le chapitre célèbre du livre 1, chapitre 2, du livre 1 de la politique. Par la phoné, la voix inarticulée que l'homme a en commun avec les animaux est exprimée, ce qui est du côté de la sensation, de l'aïsthésis, des sentiments, bref, de l'affectivité, de l'animalité, de ce que Lyotard appellera enfance, extérieure au cadre pragmatique et sémantique du discours. Et dans l'article intitulé « L'inarticulé ou le différent même », que je remercie Claire Pagès de m'avoir signalé, Lyotard écrit « Ce temps d'avant le logos s'appelle infantia. Il est celui d'une phoné qui ne signifie que des affections, des pathemata, des plaisirs et des peines de maintenant, sans les rapporter à un objet pris comme référent, ni à un couple destinateur-destinataire. Par le logos, le langage articulé, qui utilise le moyen de ce signe arbitraire qu'est le nom, l'homme seul dispose de la capacité à signifier utile et nuisible, juste et injuste, les valeurs fondatrices de la communauté politique. Entre les deux ordres... par ailleurs, Aristote est aussi celui qui permet d'isoler l'axe sémantico-référentiel dans la double polarisation sémantique et pragmatique qui structure tout univers de discours. Mais surtout, ce qui intéresse Lyotard, c'est qu'Aristote est le théoricien des genres de discours. C'est le premier qui a fait droit à leur pluralité et leur incommensurabilité. Loin de prétendre comme Platon à la réduction au modèle théorique, soumis à la juridiction du vrai et du faux, Aristote prend acte de l'hétérogénéité de ces genres. Le poétique, le rhétorique, le dialectique, l'éthique font jeu égal avec le discours scientifique. Ce que Lyotard va thématiser comme intraductibilité des énoncés, irréductibilité des régimes de phrases, est repéré par Aristote lorsqu'il souligne l'autonomie des différents domaines du réel et des types de discours auxquels il donne lieu. Ainsi, dans Au juste, Lyotard déclare-t-il que le juste n'est pas du même genre que le vrai, mais le mot est encore trop flou. Il ne devient précis que si tu entends par genre de discours, au sens où Aristote emploie le terme pour établir la différence entre le discours scientifique ou didactique d'une part, et d'autre part le discours dialectique, le discours rhétorique, le discours poétique. Aristote a donc reconnu la pluralité sans s'efforcer de la réduire et a redonné une légitimité au type de discours exclu ou soumis par les dispositifs platoniciens. Le discours dialectique qui a affaire aux opinions, le discours rhétorique qui s'appuie sur le vraisemblable. Chez Aristote, les différents genres de discours sont autant d'arts dont les prescriptions sont valables dans leur ordre plutôt que des savoirs. Et ceux de ces arts qui intéressent le plus Lyotard sont ceux qui prennent acte du fait qu'ils travaillent dans le domaine du contingent, de l'opinion. Je cite toujours Au juste. Je crois que l'Aristote de la politique et des éthiques, comme des topiques et de la rhétorique, est au plus près du paganisme. C'est à dessein que je prends tous ces livres, parce que dans tous les cas, on a affaire à un discours qui essaye d'établir la bonne techné,
l'art et non pas le savoir, dans une matière où il ne peut pas y avoir de savoir parce qu'on est plongé dans les opinions. La politique appartient à cette sphère, elle n'appartient pas à la sphère du savoir. La lecture d'Aristote apparaît donc chez Lyotard comme décisive, puisqu'Aristote vient formuler un certain nombre d'intuitions ou de convictions qui sont les siennes, mais aussi comme sélective. Elle privilégie les textes non théoriques d'Aristote, ce qui relève des formes pratiques et techniques de la pensée. Et même lorsqu'Aristote fait allusion à la métaphysique, par exemple dans Au-Juste, c'est encore pour le tirer du côté d'une lecture dialectique, en s'appuyant en cela sur la lecture de Pierre Auban. Donc se trouve un petit peu placé au second plan le projet ontologique d'Aristote, qui lui se situe tout de même dans la continuité, même s'il s'agit d'une continuité critique de Platon. L'entreprise consistant à restaurer le lien entre le discours et l'être, à réfuter le relativisme protagoréen, à combler les brèches ouvertes par Parménide, on la trouve aussi chez Aristote. Mais c'est plutôt l'autre Aristote, celui des affaires humaines et des arts du discours, que sollicite Lyotard. Enfin, il y a un dernier point pour lequel Aristote est important pour Lyotard, c'est à propos de son analyse du temps, notamment à travers la notion de kairos. Et c'est sur ce point aussi que Lyotard rapproche Aristote des sophistes dont il va bientôt être question, mais comme ça nous éloigne un petit peu de la question du langage, je laisserai ce point de côté. J'en viens maintenant donc à mon troisième modèle, le discours le plus déterminant, le discours des petits Grecs, des sophistes, rhéteurs et autres sans grade de l'Antiquité grecque classique. Ce troisième modèle donc, constitue le pôle païen de la réflexion de Lyotard. C'est en effet relativement tôt dans la pensée de cet auteur que les figures grecques vont être mobilisées pour constituer ce qu'il appelle son paganisme, cette pensée qui se défie des maîtres, des critères, de la référence. Le point de départ de l'intérêt pour la pensée sophistique semble remonter, d'après ce qu'en dit Keith Crome dans Lyotard and Greek Thought Sophistry, à la fin des années 1960, où Lyotard aurait commencé à travailler sur la logique sophistique et sur Gorgias. Cet intérêt va croissant jusqu'au milieu des années 70, où il donne un cours sur Nietzsche et les sophistes, de 74-76, publie en 76 un article intitulé « Sur la force des faibles », entièrement consacré aux petits grecs. Et par ailleurs, les allusions à la pratique sophistique émanent les textes de cette période, rudiments païens et instructions païennes, occupant une place de plus en plus déterminante dans les entretiens avec Jean-Loup Thébault, rassemblés sous le titre « Au-Juste » en 79, et enfin dans le Différent en 83. Les petits Grecs comprennent essentiellement trois groupes, les sophistes et rhéteurs derrière les figures de Protagoras, Gorgias et Corax, les mégariques derrière Eubulide et son paradoxe, les cyniques à travers le personnage d'Antisthène. Le point commun de tous ces penseurs est leur propension à jouer avec le langage, à utiliser ses propriétés paradoxales pour renverser une situation, déjouer une attente, remporter une victoire. Ces jeux avec le langage sont autant de coups qui n'obéissent à nulle stratégie de longue haleine, mais sont utilisés de manière ponctuelle et locale. Le vif intérêt que Lyotard manifeste pour cette constellation hétéroclite, dont l'unité ne semble d'abord tenir qu'à leur commune marginalité, leur mise à l'écart par la philosophie institutionnelle, tient à ce que cette constellation, à ce qui est mis en lumière par cette constellation. Les divers coups ou pièges sophistiques, rhétoriques, mégariques viennent mettre en évidence la difficulté, voire l'impossibilité pour le langage de dire le vrai, d'en référer à la réalité, sauf à présupposer un métalangage qui garantisse les conditions d'un bon usage du discours, mais qui ne relève jamais, en dernière instance, que de l'arbitraire d'une décision. Derrière la pluralité des références regroupées sous l'appellation de païenne, appellation sous laquelle il faudrait aussi par ailleurs inclure Aristote, derrière cette multitude d'usages excentriques du langage, on a affaire à autant de découvertes de l'inquiétante étrangeté du discours qui défie sa prétention à pouvoir dire le vrai, qui met en question sa capacité à se rapporter au réel. Alors je commencerai par la figure de Gorgias et son analyse du logos qui témoigne de l'impossible attestation de la réalité du référent. Lyotard s'intéresse à la structure du traité du non-être de Gorgias dans une notice intitulée Gorgias, publiée en 1978 dans Art Press International, et dans Le Différent, où on lui consacre encore une notice, au milieu de sa déconstruction de l'argumentaire négationniste qui exige une attestation impossible de la réalité des chambres à gaz. Dans ces deux textes, Lyotard se penche sur la structure régressive de l'argument de Gorgias, argument qui s'articule en trois propositions.
Première proposition, rien n'est. Deuxième proposition, si quelque chose est, c'est insaisissable. Troisième proposition, si quelque chose est saisissable, c'est inexprimable. La stratégie de Socrate, de Gorgias, repérée par Lyotard, qui s'appuie aussi sans doute ici en partie sur les analyses de Barbara Cassin, est celle du retrait, de la concession à l'adversaire, du recul tactique. Lyotard souligne aussi dans chacune de ces deux notices consacrées à Gorgias la parenté de cet argument avec un raisonnement rapporté par Freud dans Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient à propos d'un différend concernant un chaudron qui serait pas emprunté ou emprunté percé ou rendu intact, où on retrouve un même redoublement concessif fondé sur la répétition du même si. Néanmoins, la différence entre les deux raisonnements, celui du chaudron de Freud et celui du Gorgias, est soulignée dans l'article de 1979. La différence importante réside dans le fait que le dernier énoncé de Gorgias, si quelque chose est, la troisième proposition, si quelque chose est saisissable, c'est inexprimable, n'a pas le même statut que les précédents, car il enveloppe et préempte ceci, dans la mesure où il met en question de manière radicale la capacité du langage à dire quoi que ce soit, existant ou non, saisissable ou non. Je cite le différend. Il n'y a donc pas à juger, puisque non pas même le critère, qui supposerait seulement la saisissabilité de la chose, mais le médium du jugement, la transmissibilité de la référence par le langage, fait défaut. C'est par là que le raisonnement du sophiste met radicalement en exergue le hiatus entre le langage et l'être, l'impossibilité d'attester de la réalité du référent, qui signe l'implosion de l'ontologie parménidienne. D'abord parce que Gorgias réduit l'ontologie à n'être qu'un genre de discours parmi d'autres, une pure construction discursive qui ne jouit d'aucune priorité, d'aucun statut privilégié. Ensuite, en faisant rentrer le discours ontologique dans le jeu dialectique par le biais de cet argument concessif, Gorgias le soumet à la nécessité d'attester de son objet, de la réalité dont il parle, ce qui ne peut se faire qu'à l'intérieur du langage. Lyotard cite une phrase du traité du non-être qu'il considère comme une sorte de métaprincipe. Si donc rien n'est, les démonstrations disent tout sans exception, donc ça c'est 980A9 dans le traité du non-être, et Lyotard commente, c'est sous cet aspect à la fois nihiliste et logologique que nous recevons et étudions la question de la réalité. Celle-ci n'est pas octroyée du bout de l'index par une déesse, elle est à démontrer, c'est-à-dire à argumenter et à présenter comme cas, et une fois établie, elle est un état du référent des phrases cognitives. Cet état n'empêche pas que rien n'est tout court. Tel est donc le divorce entre langage et être, dont hérite ensuite le socratique Antisthène, ce qui le conduit à soutenir le double paradoxe de l'impossibilité du faux et de l'impossibilité de la contradiction. On le sait d'après les témoignages aristotéliciens et d'après les échos qu'en donne, suppose-t-on, le Tidème de Platon. Selon Lyotard, les deux sophistes donc, du dialogue platonicien, qui seraient des échos donc, de la pensée d'Antisthène, lorsqu'ils soutiennent qu'il n'est pas possible de contredire, puisque contredire n'est jamais que ne pas parler de la même chose, je cite Lyotard, passe par la brèche entre l'être et le dire inscrite dans le poème de Parménide et que la dialectique de Gorgias a déjà largement ouverte sur le ni être ni non-être de ce dont on parle. Si Antisthène essaie de refermer cette brèche par sa théorie du discours propre, qui s'efforce de manière rigide d'établir une correspondance biunivoque entre le logos et la chose, Platon s'efforce ensuite, lui aussi, de surmonter cette béance, de rétablir dans ses droits l'ontologie. On a vu que les moyens de cette réhabilitation, de ce rétablissement du contrôle sur le logos qui intéresse Lyotard, ne sont pas tant ceux qui relèvent de la théorie platonicienne du logos telle qu'elle est élaborée dans le sophiste, le logos comme entrelacement de noms et de verbes, qui fait référence à quelque chose et qui est susceptible de vrai et de faux. Ce qui intéresse Lyotard, ce qui retient son attention, ce sont plutôt les moyens qui relèvent de la pratique même du logos, des artifices de la forme dialogique. Donc ce qu'a mis en évidence avec éclat l'argument concessif de Gorgias, ce n'est autre que le caractère englobant, omni-enveloppant du discours. Cette impossibilité à sortir du langage, à doter celui-ci d'un fondement extra-linguistique, transcendant, se trouve exploitée par une série d'autres raisonnements rusés qui ont l'audace de jouer sur une inquiétante propriété du discours, qui est de faire référence à lui-même. Donc je passe au deuxième temps de ces petits grecs, autour des paradoxes de l'autoréférentialité avec Protagoras et Eubulide. Dans le différend, à travers la notice qu'il lui consacre, mais déjà dans l'article sur la force des faibles, Lyotard se penche sur l'anecdote rapportée par Diogène Laërce à propos du grand sophiste Protagoras.
À l'occasion d'un litige qu'il opposa à l'un de ses élèves, Protagoras lui oppose le raisonnement suivant en forme de dilemme. On dit qu'un jour Protagoras réclamait ses honoraires à un élève, Évatle, et comme celui-ci protestait qu'il n'avait pas remporté la moindre victoire, Protagoras répliqua « C'est moi qui dois gagner, il faudra me payer parce que ce sera moi le gagnant, si c'est toi, parce que ce sera toi. » Lyotard dévoile ensuite le ressort de l'argument de Protagoras. Il consiste à inclure le procès actuel entre le professeur et son élève récalcitrant dans la série des procès ayant déjà eu lieu, où son élève devait plaider et a toujours perdu. Si cette auto-inclusion est possible, c'est grâce à une propriété du langage qui est de pouvoir transgresser la frontière entre le discours et la réalité à laquelle il fait référence. Le sophiste joue de cette faculté, je cite Lyotard, de cette faculté d'une phrase, de se prendre elle-même pour référent. Je n'ai pas gagné, je le dis, et je gagne en le disant. Rien n'astreint le langage à renvoyer à une extériorité, rien ne lui interdit de s'appliquer à lui-même. Lyotard met en parallèle ce raisonnement sophistique avec le paradoxe du menteur, développé par Eubulide, membre de l'école mégarique, école célèbre pour son maniement redoutable de la dialectique, qui l'a fait taxer d'éristique. Sous sa forme simple, je mens, ou développée, par exemple, telle qu'elle est citée par Cicéron dans les Académiques, si tu dis que tu mens et si tu dis vrai, alors tu mens, ce paradoxe repose sur la même propriété d'autoréférentialité. En rappelant la manière dont Russell dissout le paradoxe et dictant la règle qu'une phrase renvoyant une totalité n'a pas le droit de faire partie de cette totalité, Lyotard souligne la part d'artifice, d'intrinsèque fragilité de ce qui n'a d'autre fondement qu'une décision. L'article sur la force des faibles décrit ainsi Russell, je cite, comme un des plus sympathiques des mineurs, parce qu'il ne cache pas son jeu derrière des motifs métaphysiques, et pour cause, et que sa réfutation se donne presque crûment pour ce qu'elle ne peut manquer d'être, à savoir une décision. Si l'on veut mettre fin au vertige qu'engendre le paradoxe, il faut, dit Russell, poser en principe que la classe des énoncés de type 2 ne fait pas partie de celle des énoncés de type 1, et donc que la valeur de vérité de ceci, le faux, je mens, ne peut modifier celle de cela, le vrai, je dis que. Si la solution russellienne a le mérite de faire apercevoir le principe de l'imbroglio sophistique, elle révèle dans le sophiste celui qui, loin d'ignorer ce principe, s'amuse à l'utiliser à son profit, s'amuse à utiliser cette propriété du langage qu'on ne peut conjurer autrement que par une règle, règle qui ne s'autorise jamais que d'elle-même. Alors, troisième figure de ces usages sophistiques et débridés du langage, le logos comme puissance de retournement autour de l'argument de Corax. Il me semble que c'est un principe assez similaire qui est à la base du lieu rhétorique analysé par utilisé par le rhéteur Corax. Lyotard l'analyse comme un retournement par application de l'argument à lui-même. Ce lieu est consigné par Aristote dans la rhétorique. Et Aristote, dans la rhétorique, en démonte et en dénonce le mécanisme comme le fait de confondre volontairement l'absolu et le relatif. Le client de l'avocat Corax est physiquement fort. Il est donc dans l'absolu vraisemblable qu'il ait effectivement battu celui qui le traîne en justice pour voie de fait. C'est cette vraisemblance qu'utilise Corax pour le défendre, en arguant qu'il est invraisemblable que son client ait accompli un tel acte, sachant pertinemment que sa force physique l'accuserait. La vraisemblance la plus forte, donc que le fort ait battu le faible, est donc rédupliquée, ce qui a pour effet d'en retourner le signe, d'en inverser la valeur. Elle devient invraisemblable. D'absolu, elle devient relative. Selon Lyotard, on a affaire ici, je cite la force des faibles, à une ruse logique qui consiste simplement à mettre ce qui se donne pour l'absolu, pour le dernier mot, à mettre cela en rapport avec lui-même et en conséquence à le ranger dans l'ensemble des choses relatives singulières. Ce retournement de la vraisemblance et par là de la position supposée être la position de force apparaît comme une nouvelle variation sur la propriété d'auto-inclusion. Une fois anticipée par le client de Corax, la vraisemblance du fait se voit retournée en invraisemblable, rendant l'argument contraire plus fort, c'est-à-dire plus vraisemblable. Ce dispositif, que Lyotard qualifie de rétorsion dès son cours de 1975 sur Nietzsche et les sophistes, consiste à faire, si l'on peut dire, rebondir l'argument contre lui-même, c'est-à-dire, là je cite Lyotard dans Rudiment païen, à utiliser l'impact de la... non, pas dans Rudiment païen, excusez-moi, dans la notice sur Gorgias, utiliser l'impact de la victime, de son énergie propre, cinétique, psychique, sur l'appareil qui met celui-ci, qui met en marche le piège et effectue la rétorsion de force attendue du piégeur. Donc, pour conclure sur ces usages sophistiques du logos, que Lyotard rapproche des paradoxes mégariques et cyniques,
on voit qu'il suscite chez lui un intérêt non démenti. Cet intérêt me semble d'ordre heuristique. Les textes de la période païenne permettent de repérer chez ces artistes de la parole une série de machinations destinées à déjouer les positions de force et d'autorité, à prendre en otage le discours des maîtres, en jouant de l'absence de métalangage autorisé, venant régler le discours et l'indexer sur le réel. Les notices du différent viennent creuser cette découverte au niveau exclusif du langage, en mettant l'accent sur les divers paradoxes issus de l'autoréférentialité. Lyotard y insiste sur la perte du référent consacrée par la destruction de l'ontologie déployée par Gorgias, sur l'impossibilité du projet de fonder le langage sur un être conçu comme extérieur à lui, sur les difficultés d'articuler les discours. Il me semble que c'est résumé dans une phrase prononcée par Lyotard dans un entretien accordé à Niels Brugger. Je cite Lyotard, « Il s'agissait pour moi de déployer, d'argumenter quelque chose qui me paraissait très important. Et là, évidemment, les lectures d'Aristote et de Kant étaient décisives pour moi après de longues années de travail sur les livres de la logique aristotélicienne, mais aussi de l'éthique, de la rhétorique, de la poétique, aussi sur les sophistes du reste. Il y a des notices sur les sophistes. Tout cela concernait à la fois les problèmes de l'articulation des discours et de la distinction des genres du discours. » Donc, je conclurai très rapidement sur ces trois modèles grecs du logos que je viens de passer en revue. Le modèle platonicien de la régulation, le modèle aristotélicien de la pluralité, le modèle sophistique de la pragmatique langagière, où le discours joue de ses effets. Il représente trois voies fécondes d'exploration du langage, trois manières de poser la question de son rapport avec l'être. Pour ponctuelle donc que soit la référence lyotardienne, elle est suffisamment constante au grec, elle est suffisamment constante pour être significative. La pluralité des usages grecs du logos fait office de laboratoire où se révèlent les propriétés du langage. Si ces explorations se trouvent complétées par des références plus contemporaines, allant de Kant à Wittgenstein, il y a bel et bien quelques leçons à tirer des machinations langagières qui se moquent de la réalité forgée par les petits Grecs. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette remontée archéologique ou généalogique en direction des petits Grecs et des plus ou moins gros Grecs d'ailleurs. Il y en a d'autres. Une question tout de suite de Jean-Michel Salansky. Oui, j'ai essayé de bien vous écouter pour être un élève correct. Et j'ai remarqué que dans le second moment, lorsque vous évoquez Aristote, vous avez apporté une évaluation de quelqu'un qui est dans le domaine de la philosophie ancienne. Vous avez fait remarquer que Lyotard avait pris dans Aristote un certain nombre de choses et qu'il avait soigneusement évité le Aristote de l'ontologie et même du rétablissement d'une ontologie véridique, débarrassée d'idées platoniciennes. Tout l'Aristote qui est un modèle pour tout le rationalisme postérieur. Et donc, je vais simplement vous demander, est-ce que vous pourriez essayer de faire la même chose pour le 1 et pour le 3 C'est-à-dire replacer, comme spécialiste de Platon, l'usage platonicien, restituer que l'usage platonicien est caractéristique de Platon, et peut-être aussi pour les sophistes, les cyniques, les petits grecs en général. Alors, pour ce qui est de l'usage platonicien, bon, d'un côté, je partage bien l'analyse de Lyotard, à savoir le pourquoi de l'entreprise platonicienne, la réaction à la révolution sophistique et à la brèche dans l'ontologie ouverte par Gorgias. Donc là-dessus, je partage tout à fait le diagnostic. Je trouve aussi assez convaincante son analyse des dispositifs de pacification de l'interlocuteur pour en faire une sorte de répondant idéal. Bon, même si là, il passe un petit peu peut-être sous silence le fait que malheureusement chez Platon ça se passe pas toujours comme ça. Il y a quand même ceux qui sont vraiment rétifs et Platon met en scène aussi cette résistance à cette pacification à travers Thrasymachus et Calliclès. Après sur son analyse du cadre du dialogue, je crois que je suis aussi à peu près d'accord. Peut-être qu'il il le rigidifie un petit peu, enfin peut-être qu'il passe un petit peu sous
sous silence, au moins dans la notice du différent. Ce n'est pas le cas dans tous les textes, mais l'aspect de dialectique interne du dialogue socratico-platonicien. Mais il en parle dans d'autres textes, mais ça va pour lui dans le... Je crois, je me souviens plus de la citation exacte, dans le cadre d'une... il parle de cette négativité du dialogue qui rentre pour lui dans le cadre d'une pensée critique. Alors pour ce qui est donc sur Platon, à part quelques points où je trouve, ou alors c'est que j'ai pas bien compris, mais je trouve qu'il passe il fait un peu violence à Platon sur la question de la mimésis, mais sinon je suis assez d'accord. Alors pour ce qui est des sophistes aussi, j'ai trouvé ces analyses extrêmement intéressantes. Bon, d'un strict point de vue d'historien, mais là pas, je pense pas tellement intéressant pour l'objet qui nous occupe et qui l'occupe. Bon, il rabat énormément les mégariques et Antisthène sur les sophistes. Alors, ce qui l'intéresse, c'est le même type d'usage paradoxal du langage, mais ce qui passe sous silence, c'est quand même que l'optique est autre. Chez les sophistes, c'est joué du fait que le discours ne peut plus référer à autre chose que lui-même. Chez Antisthène et chez les mégariques, c'est au contraire... ces paradoxes sont là au service d'une exigence d'un rationalisme extrême, trop rigide justement, ce qui fait que ça ne va pas tenir, et c'est Platon et les solutions platoniciennes et aristotéliciennes qui vont l'emporter. Donc voilà, cet aspect-là, je crois, à ma connaissance, il n'en parle pas, mais bon, moi j'ai été intéressée par la lecture qu'il en faisait, et par ailleurs il cite toujours très, très précisément les textes. Donc, voilà, sur mon évaluation. Mais c'est vrai que sur Aristote, c'est frappant de le voir, qu'il s'intéresse vraiment qu'à un pan du corpus. Corinne ? Je me demandais si au fond, il n'y avait pas une possibilité de rechercher, je laisse les sophistes, qui est pourtant effectivement le essentiel de Lyotard, mais pour revenir à Platon et Aristote, et du coup, je ne sais pas, penser au rapport entre votre exposé et celui d'Olivier. Parce qu'au fond, la question est quel est le statut de l'idée divine? Est-ce qu'elle relève du descriptif? Et dans ce cas-là, Platon est un théoricien qui a érigé le savoir en genre théorisant. Ou bien est-ce que l'idée du bien est une norme? Je ne reviens pas à ça, c'est l'enjeu de la logique des Lévinas. Ou bien est-ce que l'idée du bien, en fait, n'a l'idée que le nom? D'ailleurs, ça n'est pas eidos. Donc en fait, elle est au-delà, ça n'est pas l'idée. Et là, on est dans la version lévinassienne de Platon, c'est-à-dire où ce bien est une transcendance, mais qui n'a aucun rapport au théorique. Or, il me semble qu'on a là une difficulté dans le rapport de Lyotard d'un côté à Lévinas et de l'autre côté à Aristote. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'au juste est pris dans cette alternative et qu'elle n'arrive, c'est-à-dire, je reprends, d'un bien qui relèverait du théorique, mais plutôt d'un théorique aristotélicien que d'un théorique platonicien, parce que quand même, la totalisation, ça ne va pas. Et de l'autre côté, un Lévinas qui rompt avec le théorique. Et il me semble que si je fais peut-être des ponts un peu champion d'Espagne, mais bon, il me semble que la question du silence au sein de la grammaire, c'est bien la question de Lévinas au sein, je parle d'une langue impossible, au sein de l'Aristote, c'est-à-dire au sein de la description. Est-ce que je me fais comprendre ou pas du tout? C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de volonté descriptive qui
aristotélicienne de répertorier tous les genres, et chacun a son bien, chez Aristote, et de l'autre côté, une volonté lévinassienne de faire du bien une transcendance, et qui, dans la version lyotardienne, implique passivité et silence. Je vais un peu mieux. Est-ce que ça serait convenable? Si, enfin, j'avoue que je n'avais pas regardé les choses dans cette perspective. C'est vrai que dans les textes que j'ai cités, et la plupart de ceux que j'ai lus, mais je suis loin de les connaître tous, j'avais quand même l'impression que l'idée était vraiment mobilisée comme fondement théorique, fondement métaphysique, que finalement son aspect pratique, normatif, et donc peut-être son aspect lévinassien, il n'était pas sollicité. Mais c'est vrai que les textes où... enfin, je ne connais pas logique de Lévinas, donc peut-être que là, il y a une autre utilisation de l'idée. En fait, c'est à chaque fois qu'il glose l'idée du bien comme bon pour, bon à, c'est-à-dire comme le bien n'ayant pas lui-même, et n'étant pas lui-même un signifié qu'on pourrait expliciter par d'autres phrases, qu'il a donc une dimension pratique, qui n'est pas la dimension lévinassienne, qui est la norme, qui n'est pas prescription, mais où, au fond, par là déjà, le bien est entre deux genres, puisqu'il est pratique, mais en même temps, il sert, comme vous l'avez dit, à assurer une adéquation. Donc il a bien cette fonction-là d'adéquation qui, en ce sens, relève du théologie. D'accord. Bah, j'irai voir effectivement et creuser cette... Juste un tout petit mot, peut-être. Il me semble qu'on ne peut pas échapper à la question de savoir si cette récupération de Lévinas par le silence est légitime ou pas. Est-ce qu'elle est un subterfuge ou est-ce qu'elle est... Ou est-ce qu'elle est solidement ancrée dans l'opération? Pour moi, c'est une question ouverte. Aujourd'hui, je ne sais pas. Juste une petite question de Dolores Lyotard. Oui. La question, c'est plutôt, est-ce que l'éloge des socialistes et des bons coups pragmatiques peut être défini comme bien? Est-ce qu'il n'y a pas une illégitimité à définir cela comme bien? Moi, je pense que c'est tout de même la difficulté de Jean-François Lyotard dans son rapport, dans son passage, dans son interprétation de Grec. Je dirais ainsi, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de menaces dans son interprétation de Grec. Bah, en tout cas, d'après ce que j'ai lu, dans les textes où il fait cet éloge du sophisme, il met complètement la question du normatif, ou du bien de côté. Ce qui l'intéresse, c'est l'aspect destructeur, l'aspect stratégique. Enfin, c'est surtout frappant dans les textes sur le paganisme. C'est l'aspect de mise en question de l'autorité. Et ce qui l'intéresse aussi plus généralement, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ils ont compris, alors savoir s'ils l'ont théorisé c'est autre chose, mais en tout cas ils ont compris pratiquement et pragmatiquement le fait que le langage faisait d'abord référence à lui-même et qu'il joue de ce fossé avec la réalité. Mais dans ces textes, il y a à la fois un éloge, mais jamais un éloge, entre guillemets, éthique, ou du point de vue de l'éthique, d'après ce que j'ai pu lire. Mais on voit quand même que ça le fascine. Merci beaucoup. Nous allons faire une dizaine de minutes de pause.